Bon, globalement, vous avez plutôt bien reçu mon dernier épisode qui traitait de la question du validisme conjugal. Et ce qui était assez rigolo, c'est que parmi les commentaires, personne n'a observé un certain décalage, un certain faux raccord. Déjà en repérant la différence de coupe de cheveux. C'est normal parce que cet épisode date d'il y a un an. En gros, j'avais fait une trilogie d'épisodes autour de la question du validisme, mais à ce moment-là, j'avais décidé de ne pas diffuser le troisième épisode et il est resté comme ça pendant un an dans la section privée de la chaîne. Et j'en ai quelques-uns des comme ça. Et globalement, j'ai l'impression que personne n'a remarqué que c'était un épisode qui était beaucoup plus ancien que la temporalité actuelle de la série Le TSA, mon chien et moi, puisque finalement, les différences étaient minimes et il fallait vraiment avoir l'œil. Et ça, c'est lié aussi au fait que les épisodes ne suivent pas une espèce de narratif complètement linéaire. Chaque épisode peut être vu plus ou moins indépendamment. Tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé avec l'épisode 228, c'est une forme de mise en abîme du sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, qui a trait surtout au monde du cinéma. Je vous l'avais dit dans un ancien épisode de la première série, que j'étais une espèce de tyran domestique en matière de visionnage de films. S'il arrive que je repère un faux raccord, d'emblée ça va me prendre la tête, ça va me faire bugger. Et j'aurai tendance à vouloir remettre en boucle la scène, histoire de bien vérifier ce que j'ai observé. Un peu comme mon histoire de deuxième petit lacet bigoudi qui a tendance à apparaître et disparaître en fonction des plans que je fais. Mais là pour le coup c'est moi qui fais exprès de faire un faux raccord. Mais c'est vrai que c'est assez horrible pour moi. Il suffit que je vois sur un plan sur le visage d'un acteur une mèche qui pendouille, que sur le plan juste d'après elle n'y est plus, que ça vienne chatouiller quelque chose chez moi au point où je décroche complètement de l'histoire et du film. Et donc ça se déroule en plusieurs étapes. D'abord je bug sur ce détail que j'ai observé. Rapidement je me dis tiens j'ai vu un truc, il faut que je vérifie. Je le vérifie plusieurs fois. Finalement il est confirmé. Et après, il y a une espèce de mouvement de questionnement qui s'opère où je me demande comment c'est possible d'avoir pu laisser pareil faux raccord. Et comme ça me semble improbable, au départ, je me dis que c'est fait exprès et que c'est censé avoir un sens. Mais rapidement, je me rends compte que non. Alors je me dis qu'ils ont peut-être pas fait gaffe sur le coup, mais qu'en post-prod, ils ont sans doute observé. Et je me questionne en me demandant pourquoi ils n'ont pas fait le correctif. D'autant plus qu'à l'heure du numérique et de la haute technologie, ça c'est une petite broutille à corriger. Et après, je me dis qu'on va pas dépenser des milliers de dollars juste pour effacer un petit cheveux qui dépasse. Et du coup, je me dis que les réalisateurs et les producteurs doivent sans doute se reposer sur la suspension consentie de crédulité du spectateur et finalement laisser pisser. Mais ça, c'est sans compter sur les personnages un peu comme moi qui ont tendance à bloquer dessus. Ça, c'est dans le cas de figure où, dans un film, je vais observer un faux raccord. Mais il y a un autre cas de figure en matière de cinéma, c'est quand il y a des suites de films et que les suites de films, à un moment donné, elles vont rentrer en collision avec le narratif des précédents films. Et là, ça va me prendre un petit peu la tête. Par exemple, dans Les Dents de la Mer 2, à un moment donné, il y a une scène où Martin Brody, le shérif de la police, est complètement bourré et il s'adresse à son adjoint Hendrix en l'appelant par le prénom Jeff. Or, dans le premier film, on apprend qu'il s'appelle Léonard et pas Jeff. Donc ça, c'est typique le genre de truc que je comprends pas et qu'il va falloir que je vérifie. Et en vérifiant, j'apprendrai que Roy Scheider, l'acteur qui joue Martin Brody, était vraiment bourré sur le tournage. Et quand il s'est adressé à Hendrix par son prénom, à savoir Léo, il l'a appelé par son vrai prénom, celui de l'acteur, Jeff, pour Jeffrey Kramer. Et finalement, en remontant le truc, j'apprendrai que la scène n'a pas forcément été retournée parce que le tournage à la base était catastrophique. Et Janos Fark, le réalisateur, a eu bien du mal avec Roy Scheider, qui était sur le tournage non pas par choix, mais par contrat, voire contrainte. Si bien que ça aurait été beaucoup plus galère de se prendre la tête avec lui pour refaire une séquence, alors ils ont décidé de la laisser. Mais pour le coup, ça te donne une anecdote rigolote qui remet un peu de cohérence dans tout ça. Et puis ça permet d'expliquer la réaction de l'acteur Jeffrey Kramer sur le coup, qui paraît tout naturel dans son étonnement. Au même titre que dans le premier Dents de la Mer, au moment où Roy Scheider dit la fameuse phrase « il nous faudrait un plus gros bateau », la réaction de Quint, elle est hyper spontanée. Et là, tu te dis que c'est un super acteur. Mais non, comme cette phrase était improvisée et qu'elle faisait appel à une espèce de running gag sur le tournage, au moment où il a sorti et que c'était pas prévu, ça a complètement surpris l'acteur Robert Shaw, alias Quint, et du coup, ça donne vachement de crédit à son jeu d'acteur, puisqu'il paraît complètement naturel. Mais là, pour le coup, ça se tient bien dans le film parce que le décrochage était une forme de coup de génie, au point où ce passage du film est devenu un passage emblématique. Par contre, dans Les Dents de la Mer 2, il n'y a rien qui vient expliquer le fait que Hendrix ait changé de prénom, hormis la bourde du comédien qui incarne le personnage de Brody, et le choix du réalisateur de laisser couler. Du coup, ce genre de petit couac dans les suites de films, ça me prend vachement la tête, parce que c'est hyper important pour moi que ça reste logique, que ça reste cohérent. Et c'est pour ça que d'ordinaire, j'aurais beaucoup moins de mal avec les remakes
qu'avec les reboots. Un remake, ça revient au fait de refaire une version modernisée, une nouvelle lecture du film, alors qu'un reboot a tendance à revoir les bases, ça reprend tout à zéro. C'est là que ça va devenir un petit peu compliqué pour moi, parce que moi j'ai tendance à me dire que l'histoire d'un personnage en 2023 doit être inévitablement raccrochée à l'histoire du même personnage dans les années 80 ou dans les années 60. Pour moi, c'est le même personnage. Ce genre de truc, j'ai vachement du mal en fait. Et ça implique qu'il me sera vachement difficile de rentrer vraiment dans l'histoire. Alors je me doute que les producteurs du cinéma vont pas être vigilants à ce que leur narratif vienne pas me convoquer, vienne pas me perturber. Pour le coup, certaines franchises de films, je me demande si c'est pas juste fait exprès pour m'emmerder. Et là, je parle notamment de la série de films Halloween. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un regain d'intérêt pour la série, ainsi que le personnage principal, l'antagoniste majeur de l'histoire du cinéma d'horreur, Michael Myers. Si par exemple, vous n'avez jamais vu les films, autant dire que je vais un peu spoiler, donc d'avance, ne me remerciez pas. Et si d'aventure, vous auriez envie de vous y mettre, peut-être que cette vidéo vous aidera à voir plus clair. Parce qu'en fait, la série d'Halloween et ses personnages principaux évoluent dans 4 timelines différentes. Je vais m'expliquer davantage, mais déjà ce qu'il faut retenir, c'est que Halloween, c'est un film de John Carpenter de 1978, qui fait figure de film culte en ce qu'il est un vrai pionnier dans le genre du cinéma d'horreur slasher, parce qu'il a posé les bases de ce type de film, à savoir un groupe d'adolescents qui se fait un à un buter par une espèce d'ennemi silencieux, et à la fin il y a une Finite Girl qui arrête pas d'hurler et qui réussit à s'en sortir. Tout ça c'est grâce au film Halloween, même si 4 ans plus tôt, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper avait déjà posé quelques bases. Donc l'histoire d'Halloween, ça commence en 1963, il y a un jeune enfant de 6 ans, Michael Myers, qui, on sait pas pourquoi, déguisé en clown, assassine froidement sa sœur aînée. Il est placé pendant 15 ans en hôpital psychiatrique, il réussit à s'échapper, et du coup Michael Myers il part en fixette et il décide d'assassiner tout ce qui bouge, en particulier des babysitters. Et une des babysitters s'appelle Laurie Strode, et elle est incarnée par Jamie Lee Curtis. C'est l'héroïne du film et de la série de films. Et donc le Michael, c'est un personnage assez mystérieux, qui ne parle jamais, qui a une force surhumaine, et sa tenue vestimentaire c'est assez simple, c'est un bleu de travail avec un masque blanc. Et pour l'anecdote, ce masque blanc, en fait c'est un masque de William Shatner, alias le capitaine Kirk dans Star Trek, qui a été récupéré, peint en blanc. On a agrandi l'orifice des yeux pour en faire le masque de Mike Myers. Bref, le film c'est le carnage. Michael il est trop fort, il se prend des coups sur la tête, il tombe, il se prend des coups de couteau, il se prend même des balles, il se relève à chaque fois, il est trop fort. Donc le film se termine sur une espèce de twist où on pense qu'il est mort et finalement on se rend compte qu'il n'est pas mort. Et c'est comme ça que se termine le film qui théoriquement devait se suffire à lui-même. Mais bon, comme le film a cartonné, les producteurs ont décidé de faire une suite qui aura lieu 4 ans plus tard. Et le pitch du film, c'est tout con, ça se passe directement après le premier. C'est comme si le premier film n'était pas terminé et que l'histoire du 1 et 2 se passe juste sur une nuit. Hormis un gros faux raccord parce que Jamie Lee Curtis n'a pas du tout les mêmes cheveux entre le 1 et le 2 alors que ça se passe dans la même soirée. Bon, finalement, ça se laisse regarder, c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai une petite anecdote sur ce film, c'est qu'il y a un comédien qui fait une première figuration et qui s'appelle Dana Carvey. Et en fait, Dana Carvey, c'est le futur Garth Algar dans les 2 films Wayne's World. Ce qui est rigolo, c'est que dans Wayne's World, son acolyte, Dana Carvey, est incarné par un certain Mike Myers, comme le méchant dans la série Halloween. Si on se dit que l'histoire de Mike Myers commence en 63 quand il assassine sa sœur et que c'est aussi la date de naissance de l'acteur Mike Myers, on peut faire des petits liens comme ça. Ça n'a aucun intérêt, mais j'avais envie de vous raconter ça. Mais je vous ai pas précisé que dans le 2e film, on avait appris aussi que Laurie Strode, c'était la sœur de Mike Myers qui avait été abandonnée toute petite quand son frère avait tué sa sœur. Bref, je vous passe les péripéties. À la fin du film, il est cramé et il est mort. On croit qu'il est mort, mais finalement, Mike Myers, il revient encore dans 3 autres films, le 4, 5, 6. Et là, on apprend des trucs de ouf. On apprend que Laurie Strode, finalement, elle est morte d'un accident de voiture, mais elle a eu une fille. Et là, Michael, il s'en prend à cette fille-là. Donc finalement, Jamie Lloyd, cette fille qui apparaît dans l'opus 4, c'est la nièce de Mike Myers et c'est elle qui est poursuivie. Finalement, elle s'en sort, mais après, ça part complètement en cacahuète avec le 5e et le 6e épisode parce qu'on apprend qu'elle est connectée par télépathie avec son oncle et que finalement, elle devient elle-même possédée, mais que son oncle était lui-même prisonnier d'une secte, d'une espèce de démon, et ils ont décidé d'inséminer artificiellement la petite Jamie. Finalement, elle finit par accoucher de son oncle, le serial tueur. C'est parti complètement en cacahuète cette histoire. Ça, c'est la première timeline
d'Halloween. Alors peut-être que parmi vous, ceux qui suivent bien ce que je suis en train de raconter, vous auriez éventuellement percuté sur un truc, c'est que j'ai parlé de Halloween 1 et 2 et 4, 5, 6. Mais le 3 c'était particulier, c'était un épisode indépendant. Indépendant, mais qui va intégrer quand même les personnages du premier film, mais dans un film diffusé pendant le film. C'est-à-dire que les personnages découverts dans Halloween 1 et 2 deviennent des personnages fictifs. En gros, on restait dans l'univers Halloween, mais c'était une toute autre histoire, avec une espèce de marchand de jouets démoniaque qui vendait des masques maléfiques. Donc finalement, cet épisode 3 venait indiquer que l'arc narratif Mike Myers était censé être terminé. Halloween 1 et 2, on n'en parle plus. Maintenant, on bascule sur une autre histoire. Ce qui revient à l'idée que c'était pas en soi une série, mais c'était plutôt le principe des anthologies. C'est-à-dire qu'en gros, on a un univers et dans l'univers, il y a plein d'histoires qui sont parallèles. Pour autant, cet épisode n'a pas forcément plu au public, d'autant plus qu'au niveau de la com, ils ont merdé. C'est que au niveau de la jaquette du film, derrière, à l'arrière, il y avait une photo de Mike Myers avec un petit texte du style « Michael Myers ne reviendra plus, enfin c'est ce qu'on croit », ce qui indiquait qu'il était présent dans le film alors que pas du tout. Et c'est pour ça que les producteurs, vu que ça n'avait pas très bien marché, ils ont décidé de faire revenir en fait le Boogeyman, l'antagoniste principal, dans l'épisode 4. Bref, notre première temporalité a eu lieu de 1978 à 1995. Et 3 ans plus tard, en 1998, pour les 20 ans du chef-d'œuvre de Carpenter, en fait est sorti un nouvel opus, à savoir Halloween 20 ans après, qui est en gros le 7e épisode de la franchise Halloween. Autant dire qu'on n'est qu'à la moitié parce qu'en vrai il y en a 13. Mais le 6e avec le fameux personnage de Mike Myers. Et là où c'est perturbant, c'est que cet épisode Halloween 20 ans après vient faire tabula rasa des épisodes précédents pour redémarrer à partir du 2. Donc en gros, le 7e épisode qui est en fait le 6e dans l'univers Halloween Mike Myers Laurie Strode 2 et en fait le 3e. Et Laurie Strode 2 qui est censée être morte d'un accident de voiture, là elle est bien vivante et elle a plus de filles, finalement elle a un fils. Donc quand tu es comme moi, quand tu cherches un peu de cohérence et que tu te dis que tout ce qui a été fait avant a existé et est censé couler de source dans le narratif du nouvel épisode, c'est-à-dire que ça doit être intégré, finalement c'est assez perturbant. Bref, l'histoire d'Halloween 20 ans après, c'est le méchant d'Halloween qui revient vraiment 20 ans après, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu depuis 1978. Et dans l'histoire, après l'incendie du 2, il s'est retrouvé dans le coma pendant des années et puis il s'est réveillé. Et donc à la fin c'est vraiment fini puisque Laurie Strode 2, qui maintenant est vivante, elle a décapité son frère, alors du coup maintenant c'est terminé. Sauf que l'épisode juste après, à savoir Halloween Résurrection, a réécrit en fait la fin de Halloween 20 ans après, en se disant que la personne qui avait été tuée par Laurie Strode 2, c'était une pauvre victime en fait. Michael Myers avait enlevé son masque et ses vêtements, il les a donnés à un autre type qui était ambulancier, et c'est cet autre type qui s'est fait buter par Laurie Strode 2. Donc on apprend ça au début de l'épisode d'Halloween Résurrection, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et au bout de 10 minutes, Mike Myers il tue sa sœur, il tue Laurie Strode. Alors qu'elle apparaît en grand sur les affiches de cinéma, t'as l'impression qu'elle aura un rôle important, non, elle meurt au bout de 10 minutes. Pour basculer 1 an ou 2 ans après, dans une autre histoire avec une émission de télé-réalité où les candidats se retrouvent enfermés dans la maison d'enfance de Mike Myers. Et donc en fait, ils sont pas au courant que le vrai méchant Mike Myers, il est à l'intérieur et il tue tout le monde sous l'œil pervers et voyeur des caméras de télévision. Et c'est comme ça que se termine la 2e timeline. Donc on a une première timeline, épisode 1, 2, 4, 5, 6, une 2e timeline, épisode 1, 2, 7, 8. Et à l'intérieur, le personnage de Laurie Strode, parfois elle est vivante, parfois elle est morte, parfois elle a une fille, parfois elle a un fils. Ils commencent à me courir les producteurs là. Et puis en 2009, sort un film qui s'appelle Halloween. En fait, c'est un remake de Rob Zombie, vous savez, le rocker réalisateur de films d'horreur, qui propose sa version de l'histoire d'Halloween en 2 épisodes. Donc naturellement, le second s'appelle Halloween 2. Donc lui, il propose un univers beaucoup plus poisseux, beaucoup plus sale, beaucoup plus glauque. On en apprend beaucoup plus sur l'enfance en fait de Mike Myers, qu'est-ce qui l'a poussé finalement à devenir ce qu'il est devenu. Et dans cette timeline de 2 épisodes, Laurie Strode est toujours la sœur de Mike Myers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2018, il y a un nouveau film qui sort qui s'appelle Halloween. Donc en clair, ça fait 3 films Halloween. Tu sais, tu dis à ton pote, tiens, ça te dit ce soir de regarder Halloween? Ouais, mais lequel? Et donc ce film est le premier d'une nouvelle trilogie avec Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. Mais la particularité, c'est qu'il vient chanter tous les autres films pour redémarrer
juste après le premier, à savoir 40 ans après. Et dans cette histoire, on apprend que suite au premier film, Michael a été récupéré et remis dans sa prison psychiatrique. Si bien que la particularité de ces films, c'est qu'ils ont rajouté en fait des nouveaux éléments de manière à ce que ce soit cohérent entre les deux films. C'est-à-dire que si dans le premier, Michael finissait par disparaître et ça se terminait comme ça, là au fil des 3 films qui ont suivi, on apprend en fait ce qui s'est passé juste après, de manière à ce qu'il se fasse attraper et qu'il retourne dans son asile psychiatrique. Et donc cette histoire, c'est encore une nouvelle timeline. Et dans cette histoire, Laurie Strode, elle a eu à nouveau une fille, mais elle n'a jamais été la sœur de Mike Myers. Je vous dis pas le bordel. Impossible de mettre de la cohérence là-dedans. Bon, en tout cas, les 3 derniers, normalement, sont les derniers, mais je pense que les producteurs ont plus d'un tour dans leur sac. En tout cas, malgré les critiques de cette nouvelle trilogie, je trouve qu'elle a le mérite d'avoir insufflé des petits trucs intéressants qui permettent de rendre à peu près cohérent tout le bordel que je vous ai cité. Le réalisateur a quand même réussi à conserver un peu cette idée de télépathie qui était apparue dans l'épisode 5. L'idée aussi d'une histoire parallèle comme Halloween 3 qui apparaît dans la première partie d'Halloween Ends. Bref, cette petite vidéo de promenade de chien était l'occasion de vous parler de cette série de films, vu que je m'y intéresse un petit peu en ce moment. Mais aussi préciser qu'en matière de cinéma, il y a un procédé qui me perturbe beaucoup, c'est quand les films entre eux ne se respectent pas. Après, c'est sûr que c'est pas facile de justifier un nanar, surtout s'il est parti dans des directions complètement débiles et abracadabrantesques. Vous avez compris. Et je vous dis à bientôt. J'ai des intérêts spécifiques, space, des logos des grandes surfaces, à Dupont de Ligonnès. J'ai des intérêts spécifiques, space, des phénomènes de masse, aux monstres du Loch Ness.